T'es-tu déjà demandé pourquoi un simple sel rose peut coûter 30 fois plus cher que le sel de table ordinaire? Qu'est-ce qui pousse des millions de personnes à travers le monde à croire qu'un condiment extrait des profondeurs d'une montagne pakistanaise possède des propriétés presque miraculeuses? La réponse à ces questions se trouve à environ 300 mètres sous terre, dans l'une des mines les plus fascinantes de la planète, où d'anciennes formations géologiques sont transformées en l'un des produits alimentaires les plus rentables du XXIe siècle. Reste avec nous, car nous allons découvrir comment un océan vieux de 250 millions d'années est devenu la source du sel le plus convoité du monde. Notre histoire commence à une époque si lointaine qu'elle défie l'imagination humaine. Il y a environ 250 millions d'années, pendant la période permienne. À cette époque, la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Pakistan était recouverte par un vaste océan primordial appelé la mer de Tétis. Cet immense corps d'eau, qui séparait les supercontinents de Gondwana et de l'Eurasia, contenait des millions de kilomètres cubes d'eau salée et s'étendait sur ce qui deviendrait plus tard plusieurs pays modernes. Au fil de millions d'années, une intense évaporation et les mouvements tectoniques ont provoqué le retrait de cet océan, laissant derrière eux d'énormes dépôts de sel cristallisé. Le processus fut graduel, mais implacable. À mesure que l'eau s'évaporait sous le soleil tropical brûlant, la concentration de sel augmentait jusqu'au moment où les minéraux ne pouvaient plus rester dissous. Ils commencèrent à précipiter, formant des couches cristallines sur le fond marin. Ces couches se sont accumulées pendant des millions d'années, atteignant, par endroits, des épaisseurs de plusieurs centaines de mètres. La collision tectonique entre les plaques indiennes et eurasiennes, qui a donné naissance à l'Himalaya il y a environ 50 millions d'années, a enfoui ces dépôts sous d'épaisses couches de roches et de sédiments. Ce processus géologique a créé un sceau naturel qui a préservé le sel dans sa forme la plus pure, le protégeant des contaminations modernes et l'enrichissant de jusqu'à 84 oligo-éléments différents qui lui confèrent sa couleur rose caractéristique. L'immense pression et la chaleur générées par ces forces tectoniques ont recristallisé le sel, créant les formations denses et dures que nous extrayons aujourd'hui. La découverte de ces dépôts par les êtres humains est survenue bien plus tard. La légende raconte qu'en l'an 326 avant Jésus-Christ, lors des campagnes d'Alexandre le Grand en Asie, les chevaux de son armée se sont mis à lécher des rochers dans une région particulière. Les soldats enquêtèrent et découvrirent que ces roches étaient constituées de sel pur. Toutefois, l'exploitation commerciale systématique ne commença qu'au XVIe siècle, sous l'Empire moghol, lorsque des ingénieurs reconnurent l'immense valeur économique de ce gisement. Aujourd'hui, la mine de sel de Keoghra, située dans la région du Pendjab au Pakistan, à environ 160 km d'Islamabad, produit approximativement 325 000 tonnes de sel rose par an, ce qui en fait la deuxième plus grande mine de sel au monde. Seule la mine de sel de Sifto, en Ontario au Canada, la dépasse en volume de production. La mine de Keoghra est devenue non seulement une installation industrielle, mais aussi une attraction touristique qui reçoit plus de 40 000 visiteurs par an, venus admirer cette merveille géologique. La mine de Keoghra est une véritable ville souterraine qui défie l'imagination. Avec plus de 40 km de tunnels répartis sur 18 niveaux différents, ce labyrinthe souterrain atteint des profondeurs allant jusqu'à 300 mètres sous la surface. Pour te donner un ordre d'idée, cela équivaut à un immeuble d'une centaine d'étages entièrement enfoui sous terre. L'entrée principale, située à environ 288 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'ouvre sur un monde où le temps semble s'être arrêté il y a 250 millions d'années. La mine fonctionne 24 heures sur 24 et emploie plus de 1700 travailleurs qui descendent chaque jour dans ce réseau souterrain. L'accès se fait par des tunnels inclinés qui pénètrent la montagne selon des angles soigneusement calculés d'environ 15 degrés. Ces tunnels d'accès
suffisamment larges pour laisser passer de gros camions, s'étendent sur plus de 2 kilomètres avant d'atteindre les principales chambres d'extraction. La température à l'intérieur reste constante, autour de 18 degrés Celsius tout au long de l'année, créant un environnement de travail naturellement climatisé, même lorsque la température extérieure dépasse les 40 degrés durant l'été torride du Pakistan. Les dépôts de sel de Keoghra sont organisés en couches dont l'épaisseur varie d'environ 5 à près de 150 mètres. Les géologues ont identifié 7 grandes couches de sel, chacune avec des caractéristiques et des compositions minérales distinctes. Le sel le plus pur et le plus recherché, avec la coloration rose la plus intense, se trouve dans des couches spécifiques, où la concentration d'oxyde de fer et d'autres oligo-éléments est idéale. Les ingénieurs miniers utilisent une cartographie géologique avancée, incluant de l'imagerie sismique tridimensionnelle et des carottages, pour identifier ces zones de qualité supérieure avant de lancer les opérations d'extraction. La méthode d'extraction utilisée est appelée exploitation par chambre et piliers. Cette technique, perfectionnée au fil de siècles d'expérience minière, consiste à créer de grandes chambres rectangulaires soutenues par des piliers massifs de sel laissés intacts pour supporter le plafond. Chaque chambre peut mesurer jusqu'à une vingtaine de mètres de large, environ 12 mètres de haut, et s'étendre sur plusieurs centaines de mètres de longueur. Environ la moitié du sel est laissé en place comme support structurel, ce qui garantit la stabilité de la mine pour les générations futures. Ces piliers, dont certains atteignent la taille de petits immeubles, resteront en place pendant des milliers d'années, supportant le poids de la montagne qui les surplombe. Le processus d'extraction commence par une cartographie détaillée à l'aide de radars à pénétration de sol et d'analyses géologiques. Des équipes de géologues passent des semaines à étudier chaque nouvelle section, prélevant des carottes tous les 10 mètres pour analyser la qualité du sel et l'intégrité structurelle. Une fois qu'une section est approuvée pour l'exploitation, des équipes spécialisées marquent les points de forage à l'aide de systèmes de positionnement guidés par laser, précis à quelques millimètres près. Des foreuses industrielles, montées sur des plateformes mobiles pouvant peser jusqu'à 15 tonnes, créent des trous de 10 à 15 cm de diamètre et jusqu'à 3 mètres de profondeur, selon des schémas stratégiques répartis sur la paroi de sel. Chaque machine de forage peut réaliser entre une trentaine et une cinquantaine de trous par poste, en utilisant des forets à pointe de diamant, capables de pénétrer les formations salines les plus dures. Chaque trou est positionné avec précision pour maximiser l'efficacité de la fragmentation tout en préservant l'intégrité des piliers de soutien. Le schéma de forage suit des modèles mathématiques complexes élaborés par des ingénieurs miniers qui tiennent compte de la structure cristalline du sel, des lignes de fracture naturelles et de la répartition des contraintes dans toute la chambre. Une section de tir typique peut contenir entre une centaine et 200 trous de mine, chacun placé avec une précision quasi chirurgicale. Si tu apprécies ce voyage autant que nous, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un « j'aime ». Cela nous aide à continuer de créer des documentaires comme celui-ci et à atteindre davantage de personnes curieuses comme toi. Une fois le forage terminé, des spécialistes des explosifs introduisent des charges contrôlées dans les trous. Ces experts, qui suivent des années de formation et de certification, assument la tâche délicate de charger chaque trou avec la quantité exacte d'explosifs nécessaires. Les explosifs utilisés sont des composés à base d'émulsion, spécialement formulés pour produire une fragmentation maximale avec des vibrations minimales, protégeant ainsi la structure globale de la mine. Chaque trou reçoit entre environ 500 grammes et quelques 2 kg d'explosifs, selon sa position et le schéma de fragmentation souhaité. Les détonations sont minutieusement programmées et contrôlées au moyen de détonateurs électroniques capables de se déclencher avec une précision de l'ordre de la milliseconde. La séquence de tir est conçue de manière à ce que les trous explosent dans un ordre spécifique, créant une onde de fragmentation qui progresse de manière contrôlée le long du front de taille. Cette détonation séquentielle,
qui ne dure que quelques secondes, mais implique des centaines de charges individuelles, évite un choc simultané qui pourrait endommager la structure de la mine. Les tirs ont généralement lieu à la fin des postes de travail, lorsque la plupart du personnel a déjà évacué la zone, et des systèmes de surveillance sophistiqués enregistrent les niveaux de vibration pour s'assurer qu'ils restent à l'intérieur de limites sûres. Chaque explosion contrôlée peut détacher entre environ 500 et jusqu'à 1000 tonnes de sel, créant un spectacle de cristaux roses projetés et de nuages de poussière. La force explosive fracture le sel en suivant ses plans cristallins naturels, produisant des fragments allant d'une poudre très fine à des blocs pesant plusieurs centaines de kilogrammes. Quelques minutes après le tir, de puissants ventilateurs commencent à renouveler l'air, aspirant de l'air frais depuis la surface à travers un réseau de puits de ventilation et expulsant l'air chargé de poussière par des tunnels d'extraction séparés. Après l'explosion, la machinerie lourde entre en scène. Des chargeuses frontales équipées de godets capables de contenir environ 5 mètres cubes, de quoi remplir une petite pièce, ramassent les blocs de sel fragmentés. Ces machines, spécialement adaptées à l'environnement souterrain, possèdent un profil bas qui leur permet d'opérer dans des chambres à hauteur limitée. Leurs moteurs sont dotés de systèmes de filtration avancés pour limiter la pollution de l'air dans les espaces clos, et leurs circuits hydrauliques fonctionnent sous des pressions dépassant les 300 bars, afin de fournir la force nécessaire pour déplacer plusieurs tonnes de sel à chaque chargement. Les chargeuses transportent le sel jusqu'à des points de collecte, où des convoyeurs industriels, s'étendant sur plusieurs kilomètres à travers les tunnels, acheminent le matériau vers la surface. Ce système de convoyage est en lui-même une prouesse d'ingénierie. Des bandes en caoutchouc, d'environ 2 mètres de large, renforcées par des câbles en acier, se déplacent en continu sur des rouleaux espacés d'environ 3 mètres. L'ensemble du système transporte environ 40 tonnes de sel par heure, fonctionnant sans interruption tout au long de la journée. Des moteurs électriques dont la puissance totale dépasse 500 chevaux animent ce réseau de convoyeurs, qui comprend plusieurs points de transfert où le sel passe d'une bande à l'autre, montant progressivement des profondeurs de la mine jusqu'aux installations de traitement en surface. Une fois à l'air libre, les blocs de sel entament leur parcours de transformation. La matière première arrive sous forme de fragments irréguliers, allant de petites particules à des blocs qui peuvent dépasser une centaine de kilogrammes. La première étape est un tri préliminaire, au cours duquel les ouvriers retirent manuellement les impuretés rocheuses et le sel de moindre qualité. Cette sélection initiale est cruciale, car la valeur du sel rose de l'Himalaya dépend directement de l'intensité de sa couleur et de sa pureté. Des travailleurs expérimentés peuvent évaluer chaque jour des centaines de tonnes, prenant en une fraction de seconde la décision de savoir quels morceaux poursuivront le processus et quels fragments seront redirigés vers des applications de qualité inférieure. Les blocs retenus sont ensuite introduits dans des concasseurs industriels. Ces puissantes machines, dotées de marteaux rotatifs tournant à environ 1200 tours par minute, réduisent les gros blocs en morceaux d'environ 5 à 10 cm de diamètre. La chambre de concassage contient des dizaines de marteaux en acier trempé montés sur un rotor central, chacun pesant jusqu'à une vingtaine de kilogrammes. Lorsque le rotor tourne, ces marteaux frappent le sel avec une force considérable, générant une énergie d'impact suffisante pour briser même les formations cristallines les plus dures. Le processus de concassage produit une chaleur importante. Les températures à l'intérieur de la chambre peuvent atteindre près de 70 degrés Celsius, de sorte que le système intègre un circuit de refroidissement à eau pour éviter de modifier la structure cristalline du sel et préserver ses propriétés minérales. Vient ensuite l'étape de lavage. Le sel concassé passe dans des tambours rotatifs d'environ 4 mètres de diamètre et d'environ 8 mètres de longueur. À l'intérieur de ces énormes cylindres, des jets d'eau à haute pression, délivrés à des pressions proches de 15 bars à travers des centaines de buses, éliminent la poussière de surface
et les impuretés résiduelles. Les tambours tournent à environ 12 tours par minute, ce qui garantit que chaque fragment de sel est pleinement exposé au jet de nettoyage. L'eau utilisée est soigneusement filtrée par des systèmes de filtration à plusieurs étages et recyclée dans un circuit fermé qui peut traiter jusqu'à quelques 50 000 litres par heure, minimisant ainsi l'impact environnemental. Après le lavage, le sel passe dans des centrifugeuses industrielles tournant à environ 800 tours par minute pour éliminer l'excès d'humidité, réduisant la teneur en eau à moins de quelques 5%. Le séchage s'effectue dans des fours industriels à température contrôlée, qui peuvent occuper toute la longueur de bâtiments entiers. Le sel est réparti en couches fines, d'une épaisseur n'excédant pas environ 5 cm, sur des tapis roulants qui avancent lentement à travers des chambres de séchage maintenues entre approximativement 65 et 70 degrés Celsius. Ces chambres, pouvant atteindre une cinquantaine de mètres de long, combinent une circulation d'air chaud et des éléments chauffants infrarouges afin d'évacuer l'humidité des cristaux de sel. Cette température est rigoureusement contrôlée. Elle est suffisamment élevée pour évaporer efficacement l'eau, mais assez modérée pour ne pas altérer la composition chimique ni la structure cristalline du sel. Le cycle complet de séchage dure environ 6 heures, durant lesquelles les conditions sont surveillées en continu pour garantir un résultat optimal. Après le séchage, le sel subit une classification granulométrique à l'aide d'une série de tamis industriels empilés verticalement dans des châssis vibrants. Ces systèmes de criblage à plusieurs étages peuvent traiter jusqu'à une dizaine de tonnes de sel par heure, en le séparant en différentes catégories. Gros grains, d'environ 2 à 5 mm, grains moyens, entre 1 et 2 mm environ, grains fins, d'environ 1/2 mm à 1 mm, et poudre, avec des particules inférieures à environ 1/2 mm. Chaque catégorie possède son marché spécifique, allant du sel de table utilisé dans les restaurants gastronomiques aux applications industrielles dans la transformation alimentaire et même à la fabrication de glaces, où la taille précise du grain de sel influence la texture et les propriétés de congélation et de fonte. Mais comment l'industrie s'assure-t-elle que seul le sel de la plus haute qualité parvient jusqu'au consommateur haut de gamme? La réponse réside dans la technologie de tri optique, qui représente le sommet de l'automatisation dans le secteur agroalimentaire. Le sel séché et déjà classé passe sur des lignes d'inspection informatisées où des caméras haute résolution capturent des milliers d'images par seconde. Ces caméras, équipées de capteurs capables de détecter des variations de longueur d'onde de couleur invisible à l'œil humain, examinent chaque cristal sous plusieurs angles. Un logiciel avancé analyse la couleur de chaque particule, identifiant et séparant automatiquement les fragments qui ne répondent pas aux critères de la teinte rose caractéristique. Des jets d'air expulsent les particules rejetées à des vitesses pouvant atteindre environ 100 km par heure, avec une précision millimétrique, les dirigeant vers des bacs de collecte distincts pour des usages de moindre qualité. Pour le marché premium, une étape supplémentaire de sélection manuelle est effectuée. Des travailleurs expérimentés, formés pour reconnaître les nuances de rose les plus intenses et les plus homogènes, inspectent et séparent les cristaux de meilleure qualité sous un éclairage spécialisé qui révèle les variations de couleurs les plus subtiles. Ces véritables artisans, dont certains possèdent plusieurs décennies d'expérience, peuvent traiter plusieurs centaines de kilogrammes par poste, ne retenant que les cristaux qui présentent une couleur rose profonde et uniforme, capable d'atteindre les prix les plus élevés. Cette sélection artisanale peut augmenter la valeur finale du produit jusqu'à environ 300%, car seulement quelques 15% du sel extrait obtient cette classification suprême. Qu'est-ce qui donne exactement au sel de l'Himalaya sa couleur rose caractéristique? La réponse tient à une combinaison complexe d'oligo-éléments, dont l'oxyde de fer est l'acteur principal. Lors de la formation du dépôt, il y a environ 250 millions d'années, les minéraux dissous dans l'ancienne mer de Thétis
ont cristallisé avec le chlorure de sodium. Le fer présent dans l'eau, issu à l'origine de l'activité volcanique et de l'altération de roches riches en fer dans les montagnes environnantes, s'est oxydé au fil du temps géologique, créant de minuscules inclusions d'oxyde de fer qui imprègnent les cristaux de sel comme de petites gemmes roses dispersées dans une matrice transparente. Les analyses de laboratoire réalisées au moyen de techniques telles que la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif révèlent que le sel rose de l'Himalaya contient environ 98% de chlorure de sodium, les 2% restants étant constitués de jusqu'à quelques 84 oligo-éléments différents. Parmi ceux-ci figure le potassium, qui contribue à une légère note amère, le magnésium, qui apporte une subtile complexité aromatique, le calcium, qui influe sur la manière dont le sel se dissout sur la langue, ainsi que de petites quantités de cuivre, de zinc, de sélénium, d'iode et de bien d'autres éléments. La concentration de chaque minéral varie selon la couche d'extraction et l'emplacement précis à l'intérieur de la mine, créant des variations naturelles qui rendent chaque lot unique. L'intensité de la couleur rose est directement liée à la concentration d'oxyde de fer, qui peut varier entre environ 0,1% et près d'0,5%. Un taux plus élevé se traduit par une couleur plus intense, parfois légèrement rougeâtre, tandis que des concentrations plus faibles donnent des tons plus clairs, presque blancs, parcourus de veines rosées semblables à des coups de pinceau aquarellés. Cette variation naturelle est ce qui rend chaque lot unique et représente, paradoxalement, à la fois un défi et un atout marketing. Un défi parce que maintenir une couleur uniforme d'un lot à l'autre exige des mélanges très précis, et un avantage parce que cette variation même est présentée comme une preuve de l'origine naturelle et peut transformer du produit. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un j'aime, partage-la et n'oublie pas de t'abonner pour continuer à explorer l'origine cachée des objets du quotidien. C'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante d'un point de vue économique. Au Pakistan, près de la mine, 1 kilogramme de sel rose de l'Himalaya brut peut coûter environ entre 50 centimes et 1 dollar. Pourtant, dans les supermarchés et les boutiques spécialisées des États-Unis, de l'Europe et d'autres marchés occidentaux, ce même kilogramme peut se vendre entre une quinzaine et une trentaine de dollars, ce qui représente une multiplication du prix d'origine pouvant atteindre près de 30 fois. Cette transformation extraordinaire du prix raconte une histoire aussi fascinante que le trajet géologique du sel lui-même. Cette métamorphose de valeur ne résulte pas simplement des coûts de transport et de distribution, qui représentent généralement seulement 2 ou 3 dollars par kilogramme. Elle est le fruit de l'une des campagnes de marketing les plus réussies du XXIe siècle. Le sel de l'Himalaya a été positionné comme un super-aliment, assorti d'allégations allant de l'équilibrage du pH de l'organisme à la détoxification et à l'amélioration du sommeil. Bien que nombre de ces affirmations manquent de fondements scientifiques solides et aient été remises en question par des nutritionnistes et des professionnels de la santé, la perception des consommateurs selon laquelle il s'agit d'un produit plus sain et plus naturel que le sel de table ordinaire a créé un marché mondial évalué à plus de 400 millions de dollars par an, avec une croissance d'environ 12% par an. La transformation ne s'arrête pas au sel culinaire. L'industrie a développé tout un écosystème de produits dérivés qui multiplient de manière exponentielle la valeur de la matière première. Les lampes en sel de l'Himalaya, fabriquées à partir de gros blocs taillés dans lesquels on insère une ampoule, se vendent entre une vingtaine et une centaine de dollars l'unité, accompagnées d'allégations telles que purifier l'air ou émettre des ions négatifs, censés améliorer l'humeur et la qualité du sommeil. Ces lampes, dont le poids varie d'environ 2 à une vingtaine de kilogrammes, sont devenues omniprésentes dans les foyers axés sur le bien-être et dans les studios de yoga du monde entier, malgré le fait que des études scientifiques montrent des effets minimes
voire pratiquement nulle, sur la qualité de l'air ou la concentration d'ions. Des barres de massage, des sels de bain formulés avec des huiles essentielles, des murs de sel pour les saunas, des carreaux décoratifs en sel pour le design intérieur et même des inhalateurs de sel conçus pour la thérapie respiratoire composent une gamme de produits qui multiplient la valeur de la matière première par des dizaines de fois. Un inhalateur de sel, qui n'est en essence qu'un récipient en céramique contenant du sel rose concassé à travers lequel l'utilisateur respire, peut se vendre entre environ 25 et 50 $, malgré le fait qu'il ne renferme qu'environ 200 grammes de sel. Les sels de bain, mélangés à des huiles de lavande ou d'eucalyptus et conditionnés dans de jolis flacons en verre, peuvent se vendre autour de 40 $ le kilogramme, soit quelques 80 fois le prix d'origine. Dans les restaurants gastronomiques du monde entier, le sel rose de l'Himalaya est devenu un symbole de statut et un élément de mise en scène culinaire. Des chefs spécialisés utilisent des blocs de sel comme surface de cuisson et de service, les chauffant à des températures dépassant les 300 degrés Celsius sur des plaques ou des grilles pour saisir viandes et fruits de mer directement sur la surface rose. Le sel apporte une saveur subtile et complexe, tout en offrant une présentation visuelle spectaculaire. Un seul bloc de cuisson d'environ 20 cm sur 30 et d'environ 5 cm d'épaisseur peut coûter entre une quarantaine et une centaine de dollars, alors qu'il ne s'agit, au fond, que d'un morceau de sel poli extrait de la même mine pakistanaise. Ces blocs, capables de supporter des cycles répétés de chauffage et de refroidissement, sont devenus des outils prisés dans la gastronomie moléculaire et le service traiteur haut de gamme.